Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors, je suis désolé que cette vidéo arrive un peu en retard, ma vie personnelle a pris un peu le dessus par rapport à YouTube. Du coup, cela explique pourquoi on n'en parle que maintenant. Mais avant que la vidéo commence, êtes-vous intéressé par la découverte ou la redécouverte des films Marvel depuis votre canapé chez vous? Par le biais de la plateforme Disney+, Marvel Studios permet de rendre ses productions plus accessibles. Par exemple, Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui met à l'honneur Kang, le Conquérant, sorti le 15 février, sera disponible sur Disney+, dès le 17 mai. Et pareil pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, ce dernier sera disponible sur la plateforme dans à peu près 2 ou 3 mois après sa sortie au cinéma. Malheureusement, vous le savez, en France, il nous faut attendre au moins 1 an et demi, voire plus, avant qu'un Marvel soit disponible sur la plateforme. Eh bien, il y a moyen de contourner tout ça, de manière sécurisée et efficace, grâce à notre partenariat du jour, NordVPN. Via cet outil, en un seul clic, NordVPN vous permet de modifier votre localisation pour faire croire que vous êtes dans un autre pays. Par conséquent, si vous souhaitez voir ou revoir Ant-Man depuis chez vous le 17 mai, changez votre localisation pour par exemple le Canada ou les États-Unis et le tour est joué. D'ailleurs, NordVPN est également un outil rapide d'exécution grâce à sa multitude de serveurs répartis dans plus de 60 pays. Mais c'est également un outil très sécurisé vous protégeant contre les criminels du web. Et en plus de cela, il est accessible sur plus de 6 appareils, donc de quoi faire profiter l'entourage. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à accéder au lien disponible en description et profitez de l'offre s'étalant sur 2 ans avec une grosse réduction et 4 mois offerts satisfaits ou remboursés sur 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, il est désormais temps de se concentrer sur les gardiens. Alors, que dire des Gardiens 3? Eh bah franchement, je trouve le film incroyable. En vous faisant cette vidéo plusieurs jours après, du coup, j'ai eu le temps de redescendre, d'y repenser à tête reposée. Et sincèrement, je trouve que nous faisons face à un film marquant du MCU. La grande majorité du temps, quand je vais voir un film Marvel, je suis toujours plutôt satisfait car voilà, j'aime l'univers, je suis un fan de Marvel. Mais une fois plusieurs jours, semaines, voire mois passés, ça m'arrive d'oublier le film, entre guillemets. Ou tout simplement, des fois, je suis juste en mode cahier des charges, du style j'ai une liste à cocher et je vois ce qu'ils ont amené, ce qu'ils ont modifié, qui ils ont fait mourir, les choix qu'ils ont fait, etc., etc. Là, sincèrement, ce n'est pas du tout le cas. Le film est très puissant, les messages sont forts, l'adaptation des personnages est là, il y a eu des modifications bien évidemment, mais en vrai, pour beaucoup, ça a été très comics accurate. Bon, déjà, si nous nous centrons comme l'a fait le film sur Rocket, nous avons retrouvé ce dont nous avions parlé par le passé en vidéo, c'est-à-dire la dégradation du personnage. Alors, normalement, dans les comics, Rocket, à cause des lourdes expériences qu'il a vécues et de sa condition de raton laveur génétiquement modifié, il va subir une dégradation génétique, c'est-à-dire que son corps, en vieillissant, ne va pas suivre, au point que Rocket va mourir. Mais au final, évidemment, il sera sauvé et tout le tralala. Là, et c'est ce que j'aime bien avec les Gardiens 3, c'est qu'il y a eu beaucoup de respect envers les comics, mais de manière subtile, dans le sens où le film reproduit l'histoire des comics, mais comme si c'était un détail, comme si c'était secondaire. Par exemple, ils ont reproduit cette histoire de Rocket, mais à cause de l'intervention d'Adam Warlock. Adam a mortellement blessé Rocket au point qu'il ne lui reste que 48 heures à vivre, et au final, les gardiens vont le sauver. C'est peut-être idiot de ma part dit comme ça, mais je trouve qu'il y a un vrai respect du coup des comics, tout en nous proposant du neuf et de l'innovant. C'est de la bonne adaptation, je trouve. On n'est pas dans de la référence et du détail ultra forcé où on ne voit que ça pour que le spectateur le remarque précisément, quoi. Enfin bon, je dis ça, mais il y en a quand même eu un petit peu, comme toujours. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Comme prévu, le MCU a décidé de relier Rocket et le maître de l'évolution. C'était un move très intelligent de leur part, et bon sang, les deux personnages sont incroyables. Déjà, Rocket, ça fait du bien d'enfin explorer son passé, et sincèrement, les scènes de flashback, elles étaient lourdes émotionnellement à regarder. Concernant le High Evolutionary, je suis plutôt admiratif. Tout d'abord, l'acteur est incroyable. Il a véritablement propulsé le personnage, et ce que James Gunn nous a proposé le concernant
était très bien. Et pourtant, je vous avoue que je me demandais un peu comment ils allaient faire. En fait, dans les comics, le maître de l'évolution, c'est un petit peu une entité grise. Et surtout, il n'est jamais au centre du scénario. C'est un personnage qui est capable de s'allier aux héros comme aux vilains. Il n'est pas spécialement puissant, c'est surtout un scientifique, et possiblement le plus grand expert de la génétique. Donc c'est pour ça que c'était intelligent, comme je vous disais, de le relier à Rocket, car c'était le meilleur moyen d'en faire un véritable antagoniste, car le scénario nous proposerait du coup une histoire personnelle entre lui et Rocket. Et par conséquent, cela permettait également de nous proposer un one-shot pour le personnage. Néanmoins, nous avons quand même retrouvé des thématiques très fortes des comics pour le maître de l'évolution, et c'est pour ça que je trouve que l'adaptation est incroyable le concernant. Tout d'abord, on retrouve ce côté d'empreinte forte entre guillemets dans l'univers et ses personnages, dans le sens où le High Evolutionary a marqué l'histoire, comme dans les comics, avec ses expériences où il a orienté et façonné plusieurs histoires de personnages et autres super-héros. En l'occurrence ici Rocket ou encore Adam Warlock. Mais surtout, ils ont bien accentué sur la monstruosité de ces expériences. C'est quelque chose que l'on ressent moins sur le papier car voilà, cela reste des comics, des sortes de bandes dessinées prévues pour les jeunes lecteurs. Donc dans ses premières apparitions dans les années 60-70, nous ne sommes pas trop témoins de l'horreur qu'il fait subir à ses créations. Au contraire, on est plus dans un point de vue d'émerveillement. Perso, quand j'ai découvert les histoires du maître de l'évolution, j'étais plutôt dans la fascination, car en soi, avec ses créations, avec la Contre-Terre, le personnage nous présente presque un côté divin. Il est une entité qui crée la vie et l'améliore. Et en plus, le maître de l'évolution est quelqu'un qui a de la prestance, il est charismatique, contrairement à des personnages comme MODOK par exemple, qui est volontairement affreux pour souligner le côté savant fou. Donc je vous avoue que j'étais plutôt dans la hype durant la bataille finale quand le maître de l'évolution nous a sorti que en gros Dieu n'existait pas et c'est pourquoi il a pris sa place. Et quelle puissance de voir qu'au final derrière son côté divin, derrière son masque, il n'est qu'une abomination. Un véritable savant fou, car c'est quand même ce qu'il est et qu'en plus c'est sa création jugée imparfaite qui le fait chuter. Mais bon, tout le côté divin du maître de l'évolution ne s'arrête pas qu'à ça, et pour l'expliquer, il va être temps de parler d'un personnage qui vient de faire son arrivée et dont je suis sûr vous voulez qu'on parle, il s'agit d'Adam Warlock. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques sur internet de gens qui étaient assez déçus de l'adaptation et de l'arrivée d'Adam Warlock. Eh bien moi, je vais vous dire le contraire et je vais même prendre sa défense. Je trouve qu'Adam Warlock a été très bien introduit et je vais vous expliquer pourquoi. En premier lieu, nous faisons face aux mêmes critiques que pour Kang le Conquérant dans Quantumania. En fait, je pense que beaucoup se hype énormément quand ils savent qu'un nouveau personnage censé être populaire va faire son apparition, et je le comprends, mais il faut prendre un peu de recul sur la situation. Que ce soit Kang ou Adam Warlock, ce sont des personnages qui vont devenir récurrents dans les films du MCU. Par conséquent, leur histoire va s'étaler sur une multitude de productions. A contrario, le maître de l'évolution, lui, c'est un one-shot. Le personnage n'est censé apparaître que dans un film, puisqu'il est censé mourir à la fin. Du coup, là oui, il faut tout balancer le concernant, et le faire briller. Mais dans le cas de Adam, c'est simplement une introduction. Le personnage est très secondaire, les Gardiens 3 servent simplement à justifier sa présence et son entrée. C'est plus tard qu'il sera véritablement développé. Ensuite, James Gunn a quand même été très respectueux des comics le concernant. Même si je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu peur du choix qu'il a fait pour l'introduire. Dans les comics, Adam Warlock a été conçu par des scientifiques qui voulaient concevoir une nouvelle forme de vie améliorée. Par conséquent, nous faisons face à la naissance d'une sorte d'humain génétiquement supérieur, directement à un âge adulte, et c'est ça qui est pertinent. Adam Warlock, quand il sort de son cocon pour la première fois, c'est un golem. Il ne comprend absolument rien aux interactions sociales, il ne comprend pas le bien et le mal, il n'a aucune éducation, il n'a aucune expérience de la vie. Bref, vous avez compris. Du coup, le film a quand même été très précis dans son adaptation. On retrouve tout ça. Le Adam du MCU est incivilisé. Il ne comprend rien à ce qu'on lui dit, il fait n'importe quoi. Mais là, la différence, c'est qu'ils ont joué sur le côté enfant capricieux et surpuissant entre guillemets. Car
Adam Warlock est un peu l'élu des souverains créé par le maître de l'évolution. D'ailleurs, ils ont amené le concept que Warlock est une création du maître de l'évolution. Et là encore, c'est une belle référence aux comics, en plus de simplifier l'histoire. À l'époque des premières apparitions d'Adam Warlock, les dessinateurs ne savaient pas du tout quoi faire de ce personnage. Ils étaient un peu perdus, et pour lui trouver une direction, ils vont faire un comics un peu spécial où ils vont tenter de nous proposer une nouvelle aventure le concernant. Et si ça plaît aux fans, eh bien, ils développeront par la suite. Et cette fameuse aventure, eh bien, c'est le moment où Adam Warlock va rencontrer le maître de l'évolution. Et le comics va bien marcher. Pour beaucoup de fans, c'est vraiment à partir de ce moment où Adam Warlock va naître. Et le mot est important. Car grâce à ce comics, c'est effectivement une nouvelle naissance pour le personnage. Et sachant que le maître de l'évolution est celui qui va le prendre sous son aile, eh bien, cela accentue son côté divin. Mais voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Si vous voulez en savoir plus et connaître l'histoire d'Adam Warlock, je vous invite à voir ma vidéo dédiée au personnage « Pourquoi Adam Warlock est si unique ». À noter également les références bibliques dans le film reliées à Adam Warlock, dont notamment la création d'Adam de Michel-Ange et le moment où nous avons l'impression qu'Adam Warlock porte une sorte de toge avec son habit déchiré. C'est tout simplement car, dans l'univers des comics, Adam Warlock, c'est un peu le prophète de Marvel. Et sachant la place que prend le maître de l'évolution dans l'histoire du personnage, eh bien, la thématique du divin est quelque chose de très central le concernant. Mais bon, allez voir ma vidéo sur l'histoire d'Adam Warlock pour tout comprendre et voir sa relation avec le maître de l'évolution. Enfin, terminons sur les scènes post-génériques et la fin que nous a proposé le film, car il y a des choses à dire. Déjà, nous retrouvons une nouvelle équipe pour les gardiens et Adam Warlock en fait partie. C'était la suite logique, je vous avoue. Étant donné que nous savions que l'équipe actuelle des gardiens allait s'arrêter pour nous en proposer une nouvelle. Et vu qu'Adam Warlock a fait partie longtemps des gardiens dans les comics, voilà. On s'y attendait un petit peu. J'ai d'ailleurs quelques théories en tête concernant le personnage pour la suite des événements et je suis assez impatient de vous partager tout ça. Toujours dans l'équipe des gardiens, on retrouve la petite fille qui servait de nouvelles formes de vie génétiquement améliorées par le maître de l'évolution. Au début, je vous avoue que quand je l'ai aperçue, j'ai totalement bugué car je me suis dit quoi, qu'est-ce que cette fille fait dans l'équipe des gardiens? En plus, elle a des pouvoirs, elle semble puissante. Je me demandais, mais c'était qui? Je ne voyais pas du tout qui c'était ce personnage. Et en plus, au vu de son physique, une jeune fille avec des longs cheveux blonds, j'ai cru que c'était Black Swan. Pour les connaisseurs, en gros, c'est un personnage de Secret Wars. Donc ça serait parti quand même un peu loin si c'était ça. Mais au final, c'est pas du tout le cas. Et après vérification, il s'agit d'une adaptation de Phyla Vell. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas un expert du personnage, mais il semblerait quand même que Marvel nous ait proposé ici, en plus d'une adaptation, une fusion. En fait, Phyla Vell est né à cause d'une sorte de manipulation temporelle. Normalement, le personnage d'origine, c'est Janice Vell, et le suffixe Vell devrait vous mettre sur la piste. Il s'agit en gros d'un Kree. Et plus précisément, Janice est l'enfant d'un super soldat Kree et il a été génétiquement amélioré. Donc voilà, cela concorde quand même pas mal avec l'adaptation du MCU. Et du coup, pour revenir à Phyla Vell, qui d'ailleurs a fait partie des Gardiens, c'est suite à la reconstruction de l'univers qu'elle apparaît. C'est en gros une nouvelle version de Janice Vell. C'est pourquoi je parle de fusion pour le MCU. Ce qui est intéressant là concernant, c'est que c'est une Kree. Je pense que Marvel a prévu quelque chose concernant ce peuple à l'avenir, car Miss Marvel nous a ramené subtilement les Kree. Les Gardiens nous introduit de nouveau une Kree. À voir si le MCU suit les comics, mais je trouve ça bizarre qu'elle soit dénommée en tant que Phyla Vell. Si Marvel ne voulait pas relier la jeune fille aux Kree, je suppose personnellement qu'ils auraient enlevé le suffixe Vell, donc cela peut potentiellement nous donner d'ailleurs quelques théories à faire concernant le maître de l'évolution, si les enfants sauvés sont finalement d'origine Kree. Mais bref, et du coup on a The Marvels qui arrive et qui va complètement développer les Kree. Donc je trouve ça plutôt curieux et on en reparlera en vidéo, soyez-en sûrs. Enfin, concernant Star-Lord, il n'y a pas de véritablement grande ouverture pour moi. Mais le fait que Marvel ait quand même terminé son film des Gardiens de la Galaxie 3 qui possède beaucoup de personnages sur le légendaire Star-Lord reviendra, cela tease quand même quelque chose. Et c'est quand même intéressant car maintenant Star-Lord est sur Terre. Donc je pense que c'est pour proposer un nouveau souffle pour le personnage évidemment et le faire se développer un peu plus en solo.
Mais surtout, sur Terre, il y a les Avengers, donc je sens quand même la collaboration à venir. Et voilà, on ne va pas se mentir, mais il se passe tout le temps des dingueries sur Terre, donc Quill sera forcément touché au bout d'un moment, et cela va le rapprocher avec les Avengers. Il pourra même nous proposer d'ailleurs quelques caméos, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y aura l'occasion d'en reparler, mais en réalité, Marvel est 100% libre concernant Quill à partir de maintenant. Ils peuvent lui faire prendre n'importe quelle direction désormais. Et d'ailleurs, petit détail que je rajoute à la fin de la vidéo car j'ai oublié, mais j'ai trouvé ça quand même assez étonnant que Quill ait réussi à survivre dans l'espace un court instant alors que ce n'est normalement pas possible. Est-ce que cela peut vouloir dire qu'il a toujours des aptitudes de Céleste en lui? Nous verrons, normalement ça ne devrait pas être le cas comme ça a été dit dans Les Gardiens 2, donc peut-être que je m'emballe, mais je voulais le signaler comme ça car j'ai trouvé ça assez étonnant. Sur ce, je pense que l'on va s'arrêter là, comme je vous ai dit, j'ai trouvé le film vraiment incroyable. C'était un Marvel vraiment de qualité, ils ont en plus fait briller tous les personnages des gardiens, je trouve, dans le film, et c'était un pari plutôt risqué quand même. Et je suis content aussi qu'il n'y ait pas une mort. En vrai, il n'y a pas toujours besoin d'avoir des morts à la fin du film. Des au revoir ou des adieux, c'est tout aussi puissant, et en plus, je trouve que c'est un procédé assez intéressant car les personnages sont toujours là en fait, cela laisse une porte ouverte pour des futurs caméos, pourquoi pas, ou même un possible retour. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'étais très content de vous parler des Gardiens de la Galaxie volume 3 et me poser avec vous pour partager autour de notre passion commune. Je vous encourage à voir ma vidéo sur Adam Warlock, je vous le dis là comme ça, mais c'est un personnage sur lequel je mise beaucoup pour l'avenir du MCU, et on va faire plein de théories le concernant. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé du film, je suis très curieux de vous lire par rapport à ça d'ailleurs. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous, allez, ciao tout le monde.